Bom dia, senhoras e senhores. É com grande satisfação que damos início ao segundo dia do segundo Congresso Internacional de Direito e Inteligência Artificial. A noite de ontem foi muito produtiva, né? Tivemos palestras e debates de altíssimo nível. Nos preparamos agora para novos momentos de compartilhamento de informações, dando início com um painel internacional diretamente da França, num cenário cada vez mais desafiador, onde o valor do conhecimento é o ativo mais valioso que cada um de nós pode ter. Convido a assistirem o Schema Dialogue, com a ilustre participação do senhor Jean-Marie Cavada e a senhora Colette Boucaert. O Jean-Marie Cavada é o presidente do Institute for Digital Fundamental Rights, na França. E Colette Boucaert é a secretária-geral responsável por assuntos jurídicos e europeus do Institute for Digital Fundamental Rights. Je me présente, je suis Isabelle Bufflier, professeure de droit et d'éthique des affaires chez Schema, responsable du double master en management et droit des affaires Schema Ulco sur le campus de Lille. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Monsieur Jean-Marie Cavada et Madame Colette Boucaert pour la nouvelle édition de ce congrès annuel organisé une nouvelle fois au sein de notre campus de Belo Horizonte. Quelques mots avant toute chose pour nos amis brésiliens, afin de présenter les parcours professionnels de nos deux invités.
Il est difficile de résumer en quelques minutes, Monsieur Cavada, votre brillante et éclectique carrière. Vous avez été tout d'abord un acteur incontournable du paysage audiovisuel public français. En effet, après avoir été journaliste, présentateur du journal de 20 heures, directeur de l'information, animateur d'une emblématique émission de débat intitulée La Marche du siècle, vous avez participé à la création d'une chaîne de télévision, d'une antenne de radio et finalement avez été nommé président de Radio France qui regroupe 7 chaînes radiophoniques publiques et aujourd'hui plus de 15 millions d'auditeurs. La seconde étape de votre carrière a été politique puisque vous vous êtes consacré à faire valoir au plan national vos idées citoyennes par l'intermédiaire de différents partis politiques novateurs, toujours modérés, que vous avez créés ou rejoints. Vous avez choisi par la suite de porter vos compétences et votre voix à un niveau supérieur pour assumer d'autres combats et vous avez été élu 3 fois député européen de 2004 à 2019. Vous avez été notamment membre au sein du Parlement européen, de la Commission Culture et Éducation, membre suppléant de la Commission des affaires juridiques qui avait été reconnu à cette occasion le 3e député européen le plus influent du Parlement. Vous y avez soutenu des textes emblématiques dont vous nous parlerez, dont le fameux RGPD. Votre 3e carrière commence désormais puisque vous présidez depuis avril 2020 l'Institut des droits fondamentaux numériques, en abrégé IDF Rights, qui cherche à préserver notre souveraineté numérique ainsi que nos droits fondamentaux contre l'impérialisme des géants du numérique. Madame Boucaert, vous accompagnez Monsieur Cavada depuis plusieurs années, puisque vous avez été sa directrice de cabinet à l'occasion de l'exercice de son mandat de député européen. Vous avez pu mettre à profit votre expertise en matière de droit de la propriété intellectuelle, acquise au cours de votre carrière de juriste, pour assister et accompagner Monsieur Cavada dans l'ensemble des travaux qui ont été menés au sein des différentes commissions dont M. Cavada a été membre. Et aujourd'hui, Mme Boucaert, vous êtes présente encore aux côtés de M. Cavada puisque vous êtes la déléguée générale de l'Institut IDF Rights. Je vais à présent laisser la parole à M. Cavada dans un premier temps, car vous avez souhaité, M. Cavada, nous présenter le contexte géopolitique actuel de la régulation du numérique. Et après cela, j'aurai le plaisir de vous poser quelques questions à tous les deux, donc, qui sont au cœur des débats de notre congrès. Je vous laisse la parole. Je vous remercie, Madame Bufflier, de votre présentation et je vais naturellement commencer par saluer tous les participants de l'autre côté de l'Atlantique avec qui nous allons échanger tout à l'heure. Je vous souhaite un très bon congrès et comme on dit en Europe et notamment en France, je croise les doigts pour que tout se déroule comme vous le souhaitez et que ce soit satisfaisant pour la curiosité et je dirais non seulement la connaissance, mais aussi les actions qui peuvent découler de vos travaux. En réalité, si nous regardons la planète, on s'aperçoit que c'est en Europe que de façon organisée, de façon, je dirais, politique au bon sens du terme, au sens non pas partisan, mais au sens du regard que l'on doit porter sur l'organisation des démocraties, c'est en Europe que le souci de régulation des géants du numérique, qu'on appelle chez nous les GAFAM, G-A-F-A-M, a commencé. En Europe, pour une raison assez claire. Depuis plus d'une vingtaine d'années d'ailleurs, un certain nombre d'endroits, au Parlement européen notamment, à la Commission européenne, au Conseil européen, qui sont les 3 institutions démocratiques qui contrôlent l'Union européenne, un certain nombre de personnes ont commencé à regarder dans quelle mesure il fallait protéger les citoyens d'une part, et puis plus tard les données de ces citoyens, et puis plus tard, je dirais, la liberté de ces citoyens et, je dirais, la paisibilité de la démocratie dans laquelle nous vivons. C'est en Europe pour une raison que je rappelle, je ne veux pas vous donner l'impression que je m'en glorifie particulièrement, c'est parce que l'Europe qui a connu les guerres ravageuses que vous savez, 3 guerres en 70 ans, entre 1870 et 1939, qui ont fait des dizaines de millions de morts, qui ont jeté sur les routes des dizaines et des dizaines de réfugiés à chaque fois, des dizaines et des dizaines de millions de réfugiés à chaque fois,
soit parce qu'ils étaient juifs, soit parce qu'ils étaient communistes, soit parce qu'ils étaient nomades, on appelle ça des Roms, soit parce qu'ils étaient francs-maçons, et même pour certains d'entre eux parce qu'ils étaient homosexuels, alors que les nazis en comptaient beaucoup dans leur rang. Bref, l'Europe a vécu la destruction de l'homme par l'homme lui-même, et c'était une horreur, notamment la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'Europe, c'est autre chose que ça. Depuis presque une vingtaine de siècles, il y a eu régulièrement dans l'histoire européenne un certain nombre de pays, un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre d'organisations même, qui ont cherché à faire prévaloir les lois, les degrés de la civilisation sur le fait de vouloir régler nos conflits par la force, par les canons, par les fusils, par les bombardements, bref, par toutes les horreurs que nous avons vues, notamment lors de la Première Guerre mondiale du XXe siècle et lors de la Deuxième Guerre mondiale sur le continent européen, et dont vous êtes naturellement très informés. Et de ceci a découlé un grand désir de privilégier la négociation, de privilégier l'échange sur les rapports de force. Il y a un homme dont je voudrais vous rappeler le nom ou le mettre dans la tête de ceux d'entre vous qui n'auraient pas eu l'occasion de le connaître. C'est celui de Robert Schuman. C'était un Européen de l'Est de la France qui habitait dans la partie qu'on appelle la Lorraine, contre l'Allemagne. Et cet Européen-là a dit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plus jamais cela. Ça voulait dire plus jamais la barbarie prenant le pas sur la discussion, l'échange et la négociation. De ces terribles drames, mais de cette bonne volonté, notamment celle des gens qui ont rejoint Robert Schuman, un Italien qui s'appelait Alcide de Gasperi, d'autres Européens, eh bien, est née l'idée que les valeurs européennes qui reposent sur la liberté, sur la non-persécution des individus, sur le respect de toute forme de ces personnes, que ce soit pour les croyances, les pratiques religieuses, même les pratiques sexuelles, que ce soit la non-discrimination, que ce soit l'interdiction du négationnisme, ceux qui en Europe nient la Shoah, qui a été le grand drame de la Deuxième Guerre mondiale. Ces valeurs-là ont construit, je dirais, un socle de démocratie. Et puis, beaucoup plus tard, dans les années 90 et surtout au début du 21e siècle, à partir des années 2000, arrive la révolution technologique probablement la plus importante que l'homme ait inventée dans sa civilisation, c'est-à-dire des instruments qui soient capables de rivaliser avec une partie de l'intelligence humaine et même parfois qui se posent en véritables rivaux de l'action et de l'intelligence humaine. Je pense notamment à l'intelligence artificielle. Ça n'est pas extraordinaire que ce soit les Européens qui, les premiers, aient voulu réguler. Ils savaient ce que c'était que la tyrannie. Ils savaient eux aussi, même s'ils ne sont pas les seuls, notamment en Amérique latine, dont vous êtes, ou bien en Amérique lusophone, dont vous êtes, même si nous ne sommes pas les seuls, nous avons été quand même le continent le plus désastreux de l'histoire de l'humanité à cause de ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Alors, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, on a inventé, au sein de l'Union européenne, qui est une organisation politique, comme je l'ai dit, qui regroupait 28 pays membres et maintenant 27, puisque la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union. Nous avons voulu inventer d'abord un contrôleur des données. Les données, c'est tout ce matériel que vous fournissez vous-même, vous le savez, et avec lequel les GAFAM, notamment, créent une deuxième source de richesse, puisqu'ils les agrègent et les revendent, et notamment en termes de tarifs publicitaires. C'est évidemment une manne de richesse extraordinaire. Mais c'est une violation de la vie privée. Et ensuite, si je fais plus court, nous avons, dans le milieu des années 2010, c'est-à-dire aux environs de 2015, mis en route un règlement qui a eu un écho très important un peu partout dans le monde. C'est le fameux RGPD, dont vous avez parlé, Madame, tout à l'heure, Madame Buffier. En fait, c'est le règlement général de la protection des données. Ce règlement général, il dit une chose très simple, que, en gros, les données sont un avoir personnel,
il faut comprendre même que c'est incessible, on ne devrait pas pouvoir, ça ne se vend pas. Et deuxièmement, la vie privée des individus est tout à fait intangible, on n'y touche pas. Ce RGPD a eu un tel écho que des parlementaires, et notamment aux États-Unis, en Australie, où des hommes ou femmes d'action et des penseurs, comme chez vous au Brésil, il y en a beaucoup, ont imaginé qu'il fallait créer, je dirais, des étapes de régulation. Qu'est-ce que c'est que la régulation dont les Européens se sont munis? Je viens de parler du RGPD pour la protection de la vie privée. Il y a aussi une étape suivante à laquelle nous avons beaucoup contribué, Madame Boucart et moi-même, en tant que vice-président de la Commission des affaires juridiques et en tant qu'ancien président de la Commission des libertés civiles, ça c'est très important, eh bien c'était le fait que toute création, toute invention mérite rémunération par celui qui l'utilise. Ça veut dire que le droit d'auteur devait donner lieu à une rémunération par ceux qui utilisent les travaux des auteurs. Ça veut dire que la création de la presse, les journalistes en gros, eh bien, si des plateformes veulent utiliser ce travail de la presse, elles doivent le payer. Et donc, cette deuxième régulation qui a succédé au RGPD de 2018 et qui s'appelle la directive, c'est une loi, hein, droit d'auteur, trait d'union, droit voisin, droit d'auteur pour la création artistique, droit voisin pour la presse, eh bien, pose une base juridique pour que ceux qui produisent des travaux, lorsque ces travaux sont utilisés par des plateformes, ils aient un argument juridique pour plaider, si les plateformes ne les rémunèrent pas à un juste prix, une rémunération qu'ils souhaitent avoir ou alors qu'ils interdisent qu'on utilise leurs travaux. Voilà un peu là où l'Europe est allée. Mais ça nous est apparu très vite insuffisant. Et c'est la raison pour laquelle, depuis maintenant 3 mois, l'Union européenne a franchi, je dirais, une 4e étape, c'est-à-dire a posé sur la table successivement 3 textes. Un DSA, Digital Services Act, qui veut réguler les contenus dont les plateformes se servent. Un DMA, Digital Market Act, qui veut réguler notamment les règles de la concurrence. Et puis plus récemment, il y a quelques jours, une proposition de régulation, d'encadrement en tout cas, de l'intelligence artificielle, toujours dans le même but, pour faire en sorte que les créateurs, d'une part, soient rémunérés, ça c'est DSA, DMA, ou bien que la vie privée et la liberté des individus européens, des citoyens, soient respectées par ces machines. Mais en ayant dit ça, je ne fais sans doute que rappeler des choses que vous connaissez déjà, puisque un peu partout à travers le monde, dans plusieurs pays en tout cas, à la suite de l'Europe, ça je crois qu'il faut le reconnaître, en Australie et même maintenant aux États-Unis, sous les effets de l'administration Biden, on verra si l'administration Biden tient ses promesses. Pour l'instant, ils disent ce qu'ils vont faire, on verra. Hein. Ne faisons pas de procès d'intention, mais ne soyons pas naïfs non plus. Un Américain est d'abord un Américain, avant d'être démocrate ou républicain. Un Européen est d'abord un Européen. J'imagine qu'un Brésilien est d'abord un Brésilien, même s'il est nanti de valeurs qu'il veut faire respecter dans son pays ou à travers le monde. En tout cas, aux États-Unis, on voit apparaître maintenant, sur le plan de la concurrence, des désirs de très forte régulation. Il est question, notamment depuis l'arrivée de Mme Lina Khan, la nouvelle patronne de la concurrence aux États-Unis, la fameuse FTC, Federal Trade Commission. Et on voit apparaître à la Maison-Blanche, même en la personne de M. Wu, le conseiller du président Biden, 2 hautes personnalités qui disent « nous allons nous attaquer au monopole des plateformes de façon à réguler, de façon à refluidifier les règles de la concurrence et de faire en sorte que ces mastodontes qui sont menaçants non seulement pour les citoyens parce qu'ils peuvent les capturer, non seulement pour les libertés parce qu'ils peuvent nous en priver, non seulement pour les États parce qu'ils peuvent les concurrencer, mais je dirais pour l'organisation des différents pôles de la planète. Eh bien, contre toutes ces menaces-là,
ou ces possibilités de menaces. Et les États-Unis commencent eux aussi à s'ébranler. Europe, États-Unis, mais vous avez probablement en mémoire ce qui s'est passé il y a 3 mois en Australie, où le gouvernement australien, pour appliquer une loi qui est la même que celle que nous avions votée au Parlement européen en mars ou avril 2019, c'est-à-dire la rémunération des créateurs artistiques ou des créateurs de presse, en l'occurrence là, en Australie, c'était les créateurs de presse, eh bien, le gouvernement australien a fait voter par la Chambre des représentants puis par son Sénat un projet de régulation qui oblige les plateformes à une négociation de bonne foi pour partager les revenus que génèrent les contenus empruntés à la presse, notamment, ou aux créateurs artistiques, notamment. Ce qui veut dire, et au Brésil, dans votre pays, on voit beaucoup de personnes qui, en effet, sont elles aussi en train de réfléchir ou d'essayer de mettre en place quelque chose en essayant de franchir les aléas politiques qui inévitablement se trouvent toujours sur notre parcours à nous tous. Et ceci est quand même extrêmement important et extrêmement réjouissant. Je vais conclure en disant la chose suivante. L'homme a inventé une machine, mais aucun d'entre nous ne veut devenir le smartphone de son smartphone. Le numérique, c'est une invention formidable. Le capitalisme numérique présente beaucoup de dangers, que ce soit dans le monde occidental avec, je dirais, son arrogance et sa puissance financière, que ce soit dans le monde, je dirais, des dictatures ou des autocraties, la Turquie, la Chine, la Russie et bien d'autres, qui, par exemple pour la Chine, ont fait du numérique sa véritable armée rouge actuelle. Par conséquent, si l'on considère que la valeur humaine, que les valeurs de l'humanité, que la liberté humaine, que la vie privée sont plus importants que les machines que nous avons inventées, alors nous devons réguler l'industrie de ces machines. Voilà exactement ce pourquoi nous avons créé avec la Sorbonne, avec la faculté de droit de Strasbourg, de Neuchâtel probablement très rapidement, j'espère très vite avec Schema, pour qui je veux dire que les compétences en matière juridique nous intéressent énormément parce que vous êtes des gens qui avaient un vrai savoir-faire. Eh bien, voilà pourquoi nous ne serons pas de trop pour unir nos forces et proposer quelque chose. Proposer quoi? Eh bien, proposer 2 choses. La protection des individus à travers la Charte des droits fondamentaux qui abrite notamment la vie des Européens et puis d'une façon générale la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui défend les libertés, qui fait respecter les individus. Ça, c'est la première chose. C'est des juristes qui doivent s'y attabler. Et puis, deuxième chose, la protection de la souveraineté des industries parce que leurs données sont hébergées pour beaucoup d'entre nous à travers le monde aux États-Unis. Et vous savez qu'en raison de la loi qui s'appelle le Cloud Act, eh bien, l'administration américaine et notamment ses services de renseignement peuvent mettre le nez dans les données de n'importe quel citoyen du monde s'il est opéré par une plateforme américaine. Il est même de façon extraterritoriale sous le coup de cette loi américaine qui s'appelle le Cloud Act. Voilà au fond le mouvement qui s'est organisé. 3 types de populations travaillent à ce mouvement. Évidemment, les juristes, soit des universités, soit des écoles, des groupes d'écoles privées, soit de cabinets de juristes privés. La deuxième population que nous appelons à nous rejoindre, c'est naturellement les startups et les gens de la technologie qui s'engagent à respecter le RGPD, c'est-à-dire le respect de la réglementation des données personnelles. Et puis, un 3e groupe de population qui sont, je dirais, des politologues, qui sont des philosophes, qui sont des humanistes, qui sont des sociologues, qui sont même des gens politiquement neutres, mais qui ont exercé des responsabilités et qui sont respectables dans la vie publique, la vie politique, et qui pensent tous, ces 3 populations, qu'il faut travailler aux nouvelles barrières pour défendre l'humanité dans un monde où le numérique peut l'encadrer de façon tout à fait détestable. Voilà ce que je souhaitais vous dire en vous remerciant. Merci, Monsieur Cavada. J'ai une question. Est-ce que les textes dont vous avez parlé
et qui laisse transparaître en fait des valeurs démocratiques européennes peuvent permettre de garantir les droits fondamentaux, non seulement des Européens, mais également d'autres peuples qui pourraient en bénéficier. Je pense notamment à l'extraterritorialité en fait du RGPD. Sur l'extraterritorialité du RGPD, avec votre permission, je vais laisser Madame Boucard très rapidement expliquer ce que ça veut dire et comment ça fonctionne. Mais je dis tout de suite que ça n'est pas la même extraterritorialité que le Cloud Act américain. Le Cloud Act américain permet à l'administration américaine de mettre son nez dans les affaires, dans les données personnelles de n'importe quel citoyen du monde dès l'instant qu'il est opéré par une plateforme américaine. Colette vous dira dans un instant que la différence entre les deux extraterritorialités. Mais en effet, derrière votre question, il y a une réflexion politique au sens global du terme, au sens géopolitique et non pas partisan, droite, gauche, centre et encore moins les extrêmes. La réflexion, c'est que quand nous aurons fini, grâce à, je dirais, une sorte d'académie de juristes que je vous invite à rejoindre, que nous sommes en train de mettre en place, quand nous aurons fini de travailler un texte qui permettra de comprendre dans quelles conditions le numérique doit se soumettre à la Charte des droits fondamentaux et peut-être à la Déclaration des droits de l'homme, alors nous avons vocation à le porter devant les instances internationales, UNESCO, Cour européenne des droits de l'homme, et pourquoi pas avec des correspondants et des représentants de différents continents devant l'ONU. Pourquoi pas? Ça prendra du temps, ça prendra sans doute 2-3 ans tout ça, mais en tout cas, ça pourrait être un début si nous sommes rejoints ou si nous sommes aidés ou si nous sommes guidés par des cerveaux qui ont cette valeur-là d'une part et par des responsables humains qui ont l'ambition de protéger les humains par-dessus tout. Et sur la différence entre les deux, je crois que Colette sera mieux placée que moi encore pour l'expliquer. Bonjour à tous et bon congrès. Pour reprendre ce que Jean-Marie vient de dire, effectivement, on peut dire que le RGPD est une avancée extrêmement importante vers la souveraineté européenne de la gestion des données personnelles et qu'il va au-delà et bénéficie donc de ce fait du principe d'extraterritorialité pour la raison suivante. D'abord, bénéficie du RGPD tous les citoyens européens qu'ils résident en Europe ou qu'ils n'y résident pas. S'ils vivent hors d'Europe mais sont européens, ils bénéficient du RGPD. L'extraterritorialité s'applique en revanche de la façon suivante. Les personnes qui sont non européennes mais qui résident sur le sol européen pourront bénéficier du RGPD. Les personnes qui sont européennes mais qui vivent hors du territoire européen, comme je viens de le dire, bénéficieront aussi du RGPD. Mais toutes les structures des entreprises qui font du traitement des données, qui sont installées hors de l'Europe, pourront entrer dans le champ du RGPD à condition que leur activité soit essentiellement tournée vers l'Europe. Et en sens contraire, mais là, ça sera certainement beaucoup moins courant. Mais s'il se trouvait, par exemple, qu'un citoyen qui ne soit pas européen ait des données qui soient gérées par une structure de traitement des données européenne, il bénéficierait du RGPD. Ce qui veut dire qu'effectivement, on se retrouve dans un système d'extraterritorialité, mais beaucoup plus éthique que ce que l'on voit aux États-Unis. Le RGPD ne peut pas gérer et ne peut pas exploiter des données de citoyens américains dont les données seraient traitées par une structure américaine. Ça, c'est absolument impossible pour le RGPD. Merci beaucoup, madame. Est-ce que vous pensez tous les deux que, en fait, le RGPD, c'est un atout ou c'est un obstacle pour l'Europe? C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire, je pense donc à des contractants qui seraient à l'extérieur en fait, de l'Europe, qui pourraient se dire, eh bien, on va faire tout ce qu'on peut, mettre des clauses contractuelles dans les contrats de telle manière à contourner cette extraterritorialité en fait du RGPD, une sorte de défiance à l'égard de l'Europe pour justement se dire qu'on fait tout pour échapper en fait au RGPD. Est-ce que finalement ça peut se transformer non pas en atout
mais en défiance à l'égard de l'Europe. C'est-à-dire surtout pas les Européens parce qu'ils ont ce RGPD. Est-ce que vous pensez que ça peut être une attitude qui a pu être engendrée dès l'adoption de ce RGPD? Moi, franchement, je ne pense pas. Je pense que le RGPD, c'est un vrai atout. D'abord, c'est un encadrement, et puis c'est un texte qui est reconnu mondialement parce que tout le monde s'y réfère, il faut quand même le savoir. Et je pense qu'il est appuyé depuis quelque temps par le Privacy Shield. Et que là, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'incontournable et qu'il faut bien savoir, c'est que dans ce Privacy Shield, rien ne peut être sorti du contexte européen sans anonymisation des données. Et c'est cela qui va gêner surtout les plateformes, et tant mieux qui seront localisées en dehors de l'Europe. C'est que cette technique d'anonymisation coûte très cher et est très compliquée. Et qu'à partir de là, si on met ces deux textes en cohérence, le RGPD sera un vrai atout. Oui, ça sera un premier bouclier. Je le pense sincèrement. Alors, un mot pour nos amis brésiliens, pour lesquels je salue ceux qui viennent d'arriver récemment, si jamais la réunion était déjà commencée. Le Privacy Shield dont Mme Boucart, notre délégué général, parle, le Privacy Shield, c'est un texte qui fixait les conditions dans lesquelles les données des Européens pouvaient être transférées, notamment aux États-Unis. Il faut savoir qu'il a été attaqué par un avocat autrichien et qu'actuellement, nous sommes dans une zone entre deux. Le bouclier n'existe plus et donc on travaille, les institutions européennes travaillent à un autre bouclier. Je confirme ce que dit Mme Boucart, c'est-à-dire que c'est un avantage extraordinaire parce que, si vous voulez, c'est un peu une sorte de carapace qui est dressée autour des données des Européens, où qu'ils soient à travers le monde, premièrement, et deuxièmement, aux résidents non européens, mais qui vivent sur le sol européen. Tout ça dans un but politique très simple, faire respecter nos valeurs d'abord. Alors là où il y a un tout petit os, pour être tout à fait objectif, c'est que pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas énormément de ressources financières, le respect du RGPD peut un peu compliquer leur gestion parce que c'est assez sophistiqué, mais petit à petit, tout ça va forcément s'arranger par la pratique. Et donc, d'une façon générale, je suis fondé à vous dire que c'est un très grand pas en avant. C'est le seul continent au monde qui met les valeurs des individus avant les valeurs de l'économie de marché. C'est quand même important. Est-ce que vous pensez que, à la suite du Brexit et la mise en place de la nouvelle Commission européenne, avec à sa tête Mme von der Leyen, la place de l'Europe et son aura sont en train de changer à l'extérieur de l'Europe? Il est un tout petit peu tôt pour le dire, de mon point de vue. Il y a l'intangible et il y a le circonstanciel. Je crois que la traduction est très fidèle pour bien dire ce que je veux dire. L'intangible, c'est qu'à 28, à 27, à 26 ou à 18, si un jour ça arrivait, ce que je ne souhaite pas, les valeurs qui ont fondé l'Europe ne bougeront pas. Elles sont si profondément incrustées dans les textes de loi que j'ose dire que c'est la première perspective de l'Europe. Bien sûr, l'Europe se singularise beaucoup, notamment sous l'effet de la mondialisation, par une organisation de marché, le fameux marché intérieur qui a été créé d'ailleurs largement sous l'influence britannique, parce que les Britanniques voyaient dans l'Europe l'accès pour eux au grand marché des consommateurs, c'est-à-dire 450 millions de consommateurs à leur porte. Et comme ce sont des marchands, les Britanniques, ce sont des gens qui ont sillonné les mers et le monde à travers leurs colonies, notamment eux aussi, leur premier intérêt, ce n'était pas les valeurs démocratiques européennes, d'abord parce qu'ils n'avaient pas besoin du continent pour faire valoir ces valeurs. C'est quand même la Grande-Bretagne, c'est la mère des parlements, avec une constitution qui n'existe pas, qui n'est pas écrite, qui est une tradition, si je puis dire. Mais les Britanniques ne voulaient qu'un marché. Avant le marché, il y a ce socle de valeurs. Et je pense que de toute façon, quelles que soient les nouvelles règles qui arriveraient,
et qu'il faudra probablement élaborer, les valeurs humaines resteront l'horizon de la construction européenne. Il y a une deuxième chose qu'il faut dire, le circonstanciel. Alors, le circonstanciel, c'est qu'en effet, on est un peu dans un moment où on est tous un peu secoués. Par exemple, pour les pays de l'ouest de l'Europe, c'est-à-dire la Belgique, un peu les Pays-Bas, la France, l'Espagne, les pêcheurs de ce tracé côtier de l'ouest européen, donc qui est dans l'Atlantique, hein, les pêcheurs actuellement souffrent beaucoup parce que le traité du Brexit, ou en tout cas les accords, sont mal respectés par les Britanniques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des juristes. Et par conséquent, il faudra trouver un accord de bon voisinage. Et donc, ça affaiblit un peu tout le monde. Les Britanniques, pour leur compte, se sont exposés avec le Brexit, non seulement à perdre, je dirais, le label européen qui leur sert beaucoup dans le monde, qui leur a beaucoup servi aussi, mais se sont exposés à affaiblir leur économie. Mais en même temps, il faut faire confiance au peuple et au génie des civilisations, et les Britanniques, à travers l'histoire, ont montré qu'ils ont du caractère, ils ont de la force. Dans la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient tout à fait remarquables, et même dans la Première. Ce sont des gens pragmatiques, stoïciens, avec beaucoup d'humour. Naturellement, leur pays souffre actuellement, le pouvoir d'achat souffre, leur monnaie souffre, donc l'économie souffre, mais ils sauront probablement rebondir. On les voit d'ailleurs sillonner un petit peu les ambassades du monde pour essayer de nouer de nouveaux accords commerciaux. Ils s'en sortiront. Et l'avenir de tout ça, c'est que Britanniques chez eux et Européens chez eux trouveront des accords de bon voisinage et même d'échange. Simplement, ce qui est changé, c'est que les valeurs politiques que les Européens se sont imposées et qu'ils imposent à tout candidat à l'Union européenne, eh bien, celles-là, les Britanniques ne seront plus obligés de les respecter. Ils sont dans des accords économiques, point final. Mais ça a pénalisé un peu tout le monde et d'une certaine manière, vous seriez fondé à penser que pour l'instant, ça a peut-être affaibli un tout petit peu la voix de l'Europe. Mais vous observerez que les gens d'Europe centrale ou quelques-uns d'Europe du Nord, et notamment les Hollandais, qui sont à la fois des Européens historiques, mais en même temps des commerçants britannico-hollandais ou néerlandais-britanniques, eh bien, ils avaient pour le Brexit les yeux de Chimène, comme on dit dans la littérature française, c'est-à-dire un regard un peu amoureux. Mais quand on a fait des sondages en Hollande, il n'était jamais question de quitter l'Europe. C'est trop important d'être dedans pour l'avenir économique et puis aussi pour le socle de valeurs. Je rappelle que la Deuxième Guerre mondiale a créé beaucoup de victimes en Hollande et vous avez tous la connaissance d'une jeune fille qui a passé 2 ans dans un placard, Anne Frank, et dont les mémoires ont été publiées et qui a péri dans un camp de concentration. Les valeurs comptent aussi pour beaucoup d'autres pays membres de l'Union européenne. Merci. Je voudrais juste revenir sur les 2 textes que vous avez, les projets de règlement communautaire dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir le Digital Service Act, le DSA, et le DMA, donc le Digital Market Act. Est-ce que vous pensez que ces 2 textes sont susceptibles d'impulser des changements profonds au sein des États membres de l'Union européenne, mais aussi sur d'autres continents, et notamment donc aux États-Unis à l'égard justement des gatekeepers qui sont mentionnés en fait notamment dans le DMA? Alors, je crois qu'il faut, pour être utile à tous vos congressistes, il faut faire 2 tas. Il faut séparer 2 choses. D'abord, je vais prendre le DMA, le Digital Market Act, sans être codifié aussi rigoureusement que Mme Vestager, la commissaire européenne, vient de le faire le 15 décembre dernier. Il faut savoir que nous avions déjà une pratique de surveillance relativement sérieuse, une pratique de notre marché. C'est-à-dire quiconque à travers le monde voulait opérer sur le marché européen devait satisfaire un certain nombre de règles, même s'il est tout à fait vrai que nous avons été relativement grands ouverts sur la mondialisation,
dans les accords que nous avons passés un peu partout à travers le monde. Mais notamment, il y a une chose que la Commission européenne, qui est un peu une sorte de secrétariat général de l'Union européenne, même un anti de pouvoir politique d'ailleurs, même si la Commission européenne a commencé depuis une bonne dizaine d'années à sanctionner les mauvais comportements. Ces mauvais comportements, c'est essentiellement les fraudes aux règles de la concurrence. Ces fraudes sont multiples et c'est la raison pour laquelle le DMA a renforcé ces règles. Il va être, quand ce sera voté dans 1 an ou 2 ans, mettons 2 ans à peu près, parce que le circuit législatif est long, il sera plus difficile de frauder les règles du marché en Europe qu'actuellement, où c'était déjà pas mal surveillé et où la Commission européenne avait lancé des enquêtes, des injonctions devant les tribunaux, des amendes très, très importantes de plusieurs milliards d'euros parfois contre des entreprises extra-européennes ou même parfois européennes qui fraudaient. Le DSA, c'est quelque chose de relativement nouveau. Digital Services Act prétend à réguler les contenus. Pourquoi faut-il réguler les contenus? Parce qu'il faut trouver un équilibre entre la liberté et la responsabilité. Exemple, dans quel domaine ça s'exerce? Eh bien, la liberté d'opinion. Nous sommes attachés, et je l'espère que personne dans la salle où vous êtes, mesdames et messieurs de Belo Horizonte, il ne viendrait à l'idée de personne d'entre vous d'accepter que l'on puisse dire tout et n'importe quoi sans responsabilité. Mais de la même manière, personne n'accepterait que l'on interdise l'expression d'opinion. En Europe, et notamment en France, depuis 1881 en France, une loi qui s'appliquait d'abord à la presse et dont les principes vont être plus ou moins en entier étendus à ce DSA, à la régulation des contenus du numérique, une loi garantit la liberté de la presse et elle n'a pour limite cette liberté que le fait de ne pas franchir des lois qui protègent les individus. Exemple, eh bien, il est interdit de stigmatiser un individu en raison de la couleur de sa peau, de sa religion, de son appartenance à un parti politique, de son appartenance à un syndicat, de ses pratiques ou préférences sexuelles, de ses idées naturellement. Il est interdit de franchir cette limite. Il est interdit en Europe, et notamment en France, d'être révisionniste, comme on le dit, c'est-à-dire de nier la Shoah, de nier le crime contre l'humanité qu'a été l'Holocauste, le massacre des résistants, des Juifs et des résistants européens. Ça tombe sous le coup d'une loi qui peut vous punir de prison. Eh bien, il va falloir trouver cet équilibre, vous voyez, et c'est hautement nécessaire parce que, sincèrement, franchement, je subodore que certains d'entre vous sont en train de consulter pendant que je pérore, que j'essaie de m'expliquer, vos smartphones. Eh bien, si vous cherchez un peu sur Twitter, qui est quand même un énorme déversoir à choses dangereuses, eh bien, vous allez tomber sur des choses qui sont parfois agressives vis-à-vis des individus. Le DSA, il aura pour but de faire en sorte que les plateformes soient responsables. Mais nous venons de très loin, soient responsables des contenus qu'ils diffusent. Mais nous venons de très loin. Autrement dit, de notre point de vue à nous, Institut, ça n'est pas encore, c'est un grand virage historique, mais ça n'est pas encore suffisant pour, je dirais, nettoyer les réseaux que l'on appelle, entre guillemets, sociaux. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de social là-dedans, mais enfin, c'est autre chose. Hein, pour nettoyer les réseaux de ceux qui n'ont rien à y faire parce que c'est insultant, c'est stigmatisant, c'est du harcèlement, et on a bien vu ce que ça donnait le 6 janvier à Washington avec l'attaque du Capitole, qui a quand même été d'une certaine manière possible grâce à la complicité passive, je le reconnais, mais quand même complicité de Twitter. Et donc, peut-être que progressivement, ça aura en effet une influence comme l'a eu le RGPD. Sur ce qui est du DSA, il y a quelques problèmes sur le DSA, comme le disait M. Cavada. En fait,
d'abord, il n'a pas reconnu la responsabilité des plateformes. Il a tout mis sous le nom des hébergeurs. Tout est hébergeur. Or, il y a deux formes de plateformes. Il y a ceux qui sont les hébergeurs, qui évidemment ne sont pas responsables de leur contenu. Puis, il y a ceux qui sont responsables de leur contenu parce qu'ils diffusent et optimisent des contenus. Et ceux-là sont responsables des contenus. Et là, la Commission européenne n'a pas fait la différenciation. Alors, dans les différents stades qu'elle a de responsabilité qu'elle a établis, elle précise par exemple que une plateforme sera responsable simplement si elle modifie le contenu. Évidemment, ça, c'est pas assez. Par ailleurs, dans le DSA, on se retrouve avec le Know Your Customer. Donc ça, c'est plutôt une chose intéressante du point de vue commercial, puisque ça va permettre aux particuliers aux plateformes d'exiger de connaître l'identité des particuliers commerçants. Ça, c'est une très bonne chose. Sauf que ça ne servira, en fait, quand on lit le texte, que pour sécuriser les moyens de paiement. Si le particulier veut stigmatiser une infraction et essayer de récupérer ou des indemnités ou des compensations, ça ne sera pas possible. Donc là encore, la Commission n'est pas allée assez loin. Ce qu'il faut dire dans les choses qui vont plutôt pas mal, c'est l'utilisation du principe de pays de destination. Ça, c'est une chose que M. Cavada a défendue depuis au moins 10 ans au Parlement européen et qui ne passait pas du tout. Les députés étaient tous sur le principe du pays d'origine. Là, dans le texte du DSA, on commence à voir pointer l'application du principe de destination et ça, c'est très important. Après, bon, le principe du bon samaritain, personnellement, l'Institut pense que c'est quand même un peu spécial de demander à ceux que l'on veut surveiller d'exercer la surveillance. Ça, c'est quand même un peu compliqué. La mise en place de la surveillance dont parle M. Cavada, elle va s'exprimer à 3 niveaux. Alors, le représentant légal qui, eux, seront dans les plateformes, c'est une chose. Après, ça s'articulera autour d'un coordinateur qui, lui, sera en contact à la fois avec le représentant légal et puis c'est lui qui aura sous sa coupe ce qu'ils appellent les signaleurs de confiance. Alors, dans le DSA, ce système qui consiste à pouvoir dénoncer un contenu illégal pour qu'il soit retiré, après une procédure qui, là aussi, de notre avis, est quand même un peu lente, un peu compliquée, qui comporte un certain nombre de facilités pour que les plateformes gagnent du temps. Ça, c'est à discuter et certainement à limiter quand le Parlement va travailler sur ce sujet. Mais il en reste pas moins vrai que c'est intéressant parce que ça va permettre aux utilisateurs de quand même dénoncer le contenu. La seule chose qu'on se dit, c'est qu'à partir du moment où on double les dénonciations faites par les utilisateurs eux-mêmes d'un signaleur de confiance, dans la mesure où les utilisateurs passeront par ce signaleur de confiance, qui lui-même sera, on l'espère, labellisé par le coordinateur, il faudrait qu'il puisse avoir une sorte de pouvoir supplémentaire pour que ce soit utile. Il faudrait qu'à partir du moment où le signaleur de confiance dénonce un contenu illégal, le contenu puisse être enlevé immédiatement dans la mesure où il aura la compétence de le faire enlever. Et ça dépendra de ce qui sera écrit dans le texte. Et surtout, on voit bien que ce qui gêne, c'est ce que disait Jean-Marie, ce qui gêne surtout les plateformes, c'est l'ordonnancement des algorithmes. Sur le DSA, c'est le seul sujet sur lequel elles ont vraiment rebondi. Ça les gêne vraiment parce qu'à partir du moment où on va leur demander de la transparence sur la façon dont ils modèrent leur contenu, bien automatiquement, ils considèrent qu'on va avoir accès à un certain nombre de leurs outils de fonctionnement et que ça, c'est privé et qu'ils ne veulent pas le communiquer.
Et on commence à voir pointer, d'ailleurs, c'est ce que nous discutions et c'est ce sur quoi on travaille actuellement. On commence d'ailleurs les plateformes, on commence à voir les plateformes qui essaient de se retrancher derrière le secret des affaires. Bon, reste à savoir après qu'il y a quand même des directives sur les pratiques déloyales et les règles anticoncurrentielles qui, à mon avis, devront venir un petit peu modérer tout cela. Mais le DSA, c'est un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. C'est un virage historique, il faut quand même le dire, et vous le soulignez, Colette. C'est un virage historique parce que, même si c'est tout à fait évident que c'est insuffisant encore, mais le virage est historique pour une raison assez simple, c'est qu'un peu partout à travers le monde, les gens vont comprendre que la régulation des contenus, ça c'est nouveau, s'impose pour la défense des démocraties. C'est ça l'idée centrale. Et d'ailleurs, puisque c'est quand même insuffisant, ce virage, il faut qu'on aille plus loin, j'appelle les juristes intercontinentaux qui ont envie de s'atteler et de faire avancer ce travail, qui iront vers les législateurs ou vers l'exécutif, parce que notre but, c'est de pousser les législateurs à être plus exigeants et les exécutifs à être plus rapides, à nous rejoindre dans cet institut où ils trouveront leur place de façon à ce qu'on voit bien que c'est une nécessité maintenant pour toutes les démocraties occidentales en tout cas. Cela amène ma prochaine question. Je me fais un peu l'avocat du diable, si je puis dire. On parle souvent, en fait, pour l'Europe, d'un pouvoir qui serait un soft power, en matière numérique notamment. Et donc, est-ce que ce soft power va pouvoir s'imposer face à des titans que sont les États-Unis ou la Chine, voire l'Inde? Est-ce que l'Europe a les moyens de résister et comment? C'est-à-dire que est-ce que la petite puissance européenne, qui malgré tout en taille est quand même assez réduite, est-ce que, parce que finalement, les atteintes sont déjà là, donc comment va-t-on pouvoir résister effectivement à cette vague numérique impulsée par ces géants qui ont déjà pris place en fait dans nos vies? Ça paraît peut-être un peu difficile. Est-ce que vous pensez que c'est possible? D'abord, de mon expérience de responsable de médias, mais surtout d'élus européens, j'ai acquis l'idée qu'on ne perd que les batailles que l'on n'engage pas. Si l'on renonce, alors on sera bien dévoré par ces machines, par ce capitalisme exorbitant. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est que pour moi, les nouvelles ne sont pas mauvaises du tout, pour deux raisons tout à fait différentes et dans deux sphères différentes. Je vous ai dit tout à l'heure combien je suis pour l'instant heureusement surpris par les intentions de l'administration Biden qui veut réguler. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est parce qu'ils ont compris tous les dangers que la démonstration de l'invasion du Capitole pouvait comporter et d'où ça venait et ce qu'il fallait absolument empêcher pour que ça se renouvelle. Parce que quand même, comme le fait remarquer l'écrivain français Marc Lévy qui vit à New York, il y a à peu près 50 millions d'électeurs américains qui aujourd'hui trouvent que la démocratie américaine, on ne peut plus lui faire confiance. Ce n'est pas rien. Ça n'est jamais arrivé depuis l'existence des États-Unis fédérés d'Amérique. Et dans une autre sphère, je pense notamment à la Chine, pour des raisons qui sont, à mes yeux, tout à fait impures, évidemment, c'est-à-dire un totalitarisme communiste du Parti communiste chinois, qui est la colonne vertébrale dominante qui dirige le pays et l'encadre et l'organise. Eh bien, même eux se sont pris d'un vertige il y a quelques mois, et depuis l'automne dernier, ils ont premièrement empêché l'entrée en bourse d'un grand groupe chinois qui voulait entrer en bourse. Deuxièmement, depuis maintenant 3 mois, et notamment depuis 1 mois et demi,
Ils ont fait tomber, par le biais de leur administration régulatrice de la concurrence, eux aussi. Il y a donc 3 continents qui sont en train de rentrer dans la régulation par la concurrence. L'Europe, les États-Unis qui y travaillent, et la Chine qui l'a déjà fait. Ils sont en train d'imposer des règles drastiques qui touchent, je dirais, à l'amaigrissement du périmètre des grandes entreprises BATX chinoises, à des amendes colossales de plusieurs milliards de dollars qui leur sont tombés sur la tête, à la mise, je dirais, en sourdine de leur ancien héros numérique, M. Jack Ma, et tout un tas d'autres mesures qui font que le pouvoir politique chinois veut encadrer le numérique pour qu'il n'ait pas, dans l'exercice de son autorité, un concurrent. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. La Chine est en train de faire de l'industrie numérique la nouvelle armée rouge chinoise. Vous me direz qu'aux États-Unis, après tout, c'était une armée verte, le dollar, à Wall Street. Pourquoi je dis ça? Parce que quand M. Zuckerberg et son entreprise Facebook ont été noyés, submergés par la vague de scandales de Cambridge Analytica, dont vous avez tous entendu parler, c'est-à-dire l'utilisation de données par une entreprise britannique à usage américain pour intervenir dans les élections américaines de 2016. Eh bien, quand Facebook a été submergé par ce scandale, il y a eu 70 millions de comptes qui ont été radiés sur Facebook, fermés par les utilisateurs, et ils ont plongé en bourse. Autrement dit, je veux en déduire une idée positive. Si vous voulez participer, chers amis, mesdames, messieurs, à travers le monde et à travers vous, le campus de Belo Horizonte et de ses invités actuels ou de son réseau d'influence, si vous voulez participer à l'avancée de la régulation démocratique dont nous avons besoin par rapport à ces puissances, je dirais, mathématiques et surtout financières, eh bien, développer vis-à-vis du numérique une défiance. Il faut apprendre aux jeunes gens à se méfier de ça. Ça n'est pas de même que l'électricité, on ne doit pas mettre ses doigts dans les prises de courant, de même qu'on ne se couche pas sous un train et on ne saute pas du train en marche. De même, il ne faut pas prendre pour vérité absolue cette affaire-là. Nous devons avoir une attitude de citoyens et de groupes de citoyens. Donc, je pense que ça fera école, oui, Madame Buffelier, ça fera école très probablement parce que je vois émerger ces choses un petit peu partout. Alors, avec de la lenteur, avec des moyens plus ou moins réduits, mais je crois que ça existe quand même maintenant sérieusement. Et pour aller dans le sens de Jean-Marie, je voudrais dire que quand vous parlez de soft power, depuis cette législature au Parlement européen, enfin dans les institutions européennes, c'est pas vraiment du soft power, parce que tous les grands textes qu'on voit apparaître aujourd'hui sont des règlements. Et donc des concrets et précis, oui. Voilà, même pas des directives. Donc ça veut dire qu'ils vont s'appliquer automatiquement sans transposition dans les États membres, ce qui veut dire que ça donnera et de l'étoffe et de la force à l'Europe. Et qui plus est, on voit bien que au niveau international, que ce soit avec les États-Unis, la Chine, l'Inde, je me rends compte un peu moins bien, mais on se rend compte qu'à chaque fois qu'on travaille sur ces règlements, eh bien les puissances extérieures s'y intéressent et essaient d'intervenir via des lobbies. Je pense que ce qui se passe actuellement au niveau européen a un véritable impact sur la façon dont vont évoluer ou dont évoluent les mentalités à l'extérieur de l'Europe. Et je vais ajouter une phrase, Colette, si vous me pardonnez, c'est que le Brésil, qui est quand même un pays comme l'Italie de grands juristes, avec un nombre impressionnant de couches et de strates juridiques, je ne peux que vous inviter à venir travailler avec nous ou bien nous avec vous pour développer cette idée. Cette idée, elle dépasse les clivages politiques. Elle n'est pas de droite, de gauche ou du centre. Elle est universelle, comme la Déclaration des droits de l'homme. Nous n'avons pas accepté que des puissances viennent mettre leur nez dans nos vies privées ou bien viennent saboter nos libertés. Eh bien, nous ne devons pas accepter que des machines le fassent. Et du capitalisme des machines s'en empare. J'avais encore beaucoup d'autres questions. J'en aurai une dernière. Ma question est de savoir jusqu'où protéger en fait les données personnelles. C'est-à-dire que
En France, on a eu une décision récente de la haute juridiction administrative, qui est le Conseil d'État, qui a eu à se prononcer sur la conservation des données personnelles de connexion. Et le Conseil d'État a pris une solution médiane entre celle qui était proposée par le gouvernement et celle de la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, la question est de savoir jusqu'où protéger en fait les données personnelles des citoyens, parce qu'à un moment donné, ça peut leur permettre, justement, en donnant accès en fait de manière globale à ces données personnelles, eh bien, de les protéger. On pense notamment dans les enquêtes criminelles, etc. Ça peut être aussi une manière de les protéger. Je voudrais savoir ce que vous en pensez tous les deux. Je dirais que l'Europe est assaillie par le terrorisme et il n'est pas de mois actuellement, notamment en France, qui est spécialement ciblée par les islamistes radicalisés, c'est-à-dire en réalité ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Ce sont des activistes politiques qui veulent faire effondrer les démocraties et qui s'y prennent d'ailleurs de façon remarquablement pensée. Essayer de provoquer la radicalisation de nos libertés, c'est-à-dire de moins en moins de liberté, pour que arrivent des extrémistes au pouvoir qui renverseront une partie de ces libertés. Et à partir de là, évidemment, essayer de prendre le pouvoir. C'est un peu l'idée que les islamistes ont dans la tête. Et donc, il y a une nécessité, Madame Bufflier, vous avez raison de le souligner, d'assurer la protection des citoyens à travers tous les moyens possibles, et notamment la surveillance des données de connexion, puisque c'est sur le net, c'est sur le transfert des données que l'on voit ce qui se prépare, ou bien qui parle avec qui, et qui projette de faire un attentat, un assassinat, etc. En France, nous avons payé un très, très, très lourd tribut ces dernières années pour ces attentats. Beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Et par conséquent, on ne peut pas ignorer que la nécessité de pouvoir investiguer dans les données de connexion existe pour les pouvoirs de renseignement, de police, et donc l'État dont un des métiers est de protéger les citoyens des attentats. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus laisser faire n'importe quoi en matière d'abolition provisoire ou définitive d'un certain nombre de nos libertés, et notamment l'État, forcément, peut être tenté, notamment à la demande de ses services, d'autoriser la conservation des données de connexion longtemps. Cependant, la France est signataire et même fondatrice de l'Union, d'une part, et a signé ces traités. Elle y a d'ailleurs travaillé avec quelques très grands juristes. Et donc, elle doit trouver un équilibre. De mon point de vue, c'est ce qu'a tenté de faire le Conseil d'État qui, comme vous le savez probablement, chers amis juristes brésiliens ou autres, qui est à distance, c'est un organisme d'une magistrature juridique qui est sollicité par les individus ou par le gouvernement pour conseiller le gouvernement. Et alors, donc, il a fait comme Salomon, le manteau de Salomon qui se divise en deux, un jugement au milieu. D'un côté, il faut donner à l'État et à ses services de protection les moyens d'avoir la connaissance de ce qui se prépare. D'un autre, il ne faut pas laisser renier les libertés individuelles. Oui, ce qui est curieux dans cette décision, c'est que oui, Jean-Marie a raison, et le Conseil d'État pouvait difficilement rendre une autre décision que celle qu'il a rendue. Mais c'est qu'il l'ait fait alors que c'était au Conseil constitutionnel, c'est une juridiction administrative, c'est qu'il l'ait fait à la place du Conseil constitutionnel. Ça, c'est exact, oui. Ça, c'est quand même un peu curieux. Et d'autre part, il y a quand même un problème de hiérarchie des normes, qu'on le veuille ou non, dans ce qu'il a décidé. Alors, où on comprend les choses, c'est qu'on sait très bien qu'en matière de sécurité nationale, c'est un problème de subsidiarité au niveau européen et qu'il convient à chaque État membre de définir ce qu'est sa sécurité nationale. Et là, il avait raison de répondre en disant que la France pouvait prendre un certain nombre de décisions. Mais où est le problème? C'est la hiérarchie des normes et l'articulation des ordres juridiques nationaux et européens. Et
qui est là est bouleversé. Et ça sera un problème. Et comme le disait le président de notre comité Europe à juste titre, il disait, je pense que dans les semaines qui vont venir, c'est davantage cette question-là qui va être réfléchie par les juristes que véritablement la décision de fond sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire. Monsieur Cavada a raison. Très bien, je vous remercie beaucoup. En dernier lieu, Monsieur Cavada et Madame Boucart, si vous voulez nous donner une présentation de l'Institut pour notamment nos amis brésiliens, je vous laisse la parole. Oui, je vais être rapide là vraiment. Vous avez compris qu'avec 3 populations que sont des sommités ou des autorités juristes, professeurs, universitaires, de grandes écoles ou cabinets privés, d'une part, avec des gens de la technologie qui tracent un sillage d'industries qui se soumettent au RGPD et qui même le promeuvent, en font la promotion. Et troisièmement, avec une population d'humanistes dont la voix internationale peut peser. Par exemple, notre conseil d'orientation est actuellement présidé par l'ancien président du conseil italien, M. Enrico Letta, qui est d'ailleurs un Européen et un humaniste lui-même. Vous voyez bien que nous travaillons avec 3 populations spécialisées dans des domaines différents à faire avancer cette idée que le numérique doit, par la force de la loi ou de la régulation, se soumettre au respect des droits fondamentaux qui organisent nos démocraties et protègent nos individus. Et c'est dans ces conditions-là que la première sphère de travail de notre institut se dessine. La deuxième, je l'ai dit tout à l'heure en début d'intervention, c'est que la souveraineté européenne, et notamment sa souveraineté économique, elle est nourrie par le fait que les entreprises européennes puissent disposer, protéger leurs données. Si aujourd'hui vous regardez en France les 20 premières compagnies de la bourse française, leurs données sont aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en raison du Cloud Act américain qu'on a traité tout à l'heure, dont on a rappelé l'existence et le fonctionnement tout à l'heure, par l'extraterritorialité, eh bien, ces données peuvent tomber entre les mains de l'espionnage économique. Ça n'est pas raisonnable, on ne peut pas continuer comme ça, chacun doit être chez soi pour avoir de bonnes relations. Et donc, dans ces conditions, nous travaillons à, là aussi, par le biais de la loi ou par le biais d'organisations réglementaires, à protéger la souveraineté numérique des entreprises françaises et européennes. 2 sphères de travail, vous l'avez compris, pour aboutir à quelque chose qui est de l'importance, qui est de l'influence, puisqu'il s'agit au fond d'aider le législateur et d'aider l'exécutif quand c'est nécessaire à être plus allant, à aller davantage de l'avant. On l'a vu pour le DSA dont Mme Boucart vous a parlé tout à l'heure pour ses insuffisances. Eh bien, il s'agit de faire atterrir tout ça dans des structures législatives ou exécutives en Europe et plus largement, peut-être par des alliances sur d'autres continents. Donc, voilà le but de l'Institut et je lance un appel à ceux qui auraient envie de regarder de près comment nous travaillons, ce que nous faisons, ou d'y participer. Vous êtes vraiment les bienvenus et vous en serez valorisés d'autant parce qu'on a besoin de tout le monde. Ce qui est valable pour les droits de l'homme en Europe ne doit pas être cantonné à l'Europe. Toutes les démocraties et ces individus citoyens qui les composent ont besoin de liberté et de respect pour fonctionner. Par conséquent, c'est quelque chose de presque universel qui démarre quelque part en Europe et notamment en France. Nous ne sommes pas les premiers, mais nous y apportons notre pierre, nous aussi, à la construction de cet édifice. Après ces 10 ans d'investissement au Parlement européen sur des textes fondateurs comme le secret des affaires, les lanceurs d'alerte, la directive droit d'auteur, le règlement portabilité, tous ces textes qui étaient à la fois sur la propriété, qui traitaient à la fois de propriété intellectuelle, mais aussi de droit du numérique, de la liberté d'expression, de la protection des données, je pense qu'il était important pour nous deux de continuer le travail que l'on avait fait ensemble et de continuer à mettre, à porter les valeurs qu'on a portées pendant ces 15 années au Parlement européen. Je pense que c'était très important. Et puis,
M. Cavada avait une telle aura et un tel charisme au niveau européen qu'aujourd'hui, nous sommes, on suit nos positions, on est attentif aux idées qu'il peut exprimer et ça nous donne envie de continuer, de poursuivre dans un esprit de défense de l'Europe, oui, pour qu'elle garde toute son authenticité et son indépendance. Merci beaucoup. Monsieur Cavada, le mot de la fin. Nous ne sommes pas de trop pour faire avancer ce travail de respect des individus, de consolidation des démocraties face à des systèmes qui, pour certains d'entre eux, volontairement ou non, probablement involontairement, participent à leur démolition. Et donc, ça n'est pas un travail français, ça n'est pas un travail que européen, c'est un travail intercontinental et nous avons besoin de voir se lever et de tendre la main, de recueillir les aspirations et les travaux de ceux qui se sentent suffisamment libres d'une part et courageux d'autre part pour participer à la construction de l'édifice dont je parlais tout à l'heure. Et de cela, à l'avance, je vous remercie. Un grand merci en fait à tous les deux. Un grand merci à nos amis brésiliens qui nous ont écoutés et j'espère donc à très bientôt pour la suite de ces entretiens. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Bonne fin de journée à tous et bonne fin de congrès à tous. Interessante e enriquecedor, com certeza, esse conteúdo. Prezados painelistas, uma informação importante agora sobre o próximo painel e os links. Como eu disse ontem, todas as palestras têm seus links individuais, então é preciso que vocês entrem em cada painel usando o link específico. Peço, portanto, que agora saiam deste link e entrem no link do painel 2, Bots no Judiciário, para que possamos continuar em nosso evento. O link do nosso Linktree está aqui embaixo no YouTube, na descrição do evento. É só entrar e clicar no painel 2. Nos encontramos lá.